Bonjour à tous. Ce sera mieux. C'est pas grave. C'est pas grave. Jean-Paul Bénédicte, d'abord merci pour cette invitation, mesdames, messieurs. Je pense que, d'abord pour moi, c'est un véritable honneur aujourd'hui de venir vous parler de cette transformation à grande échelle. Alors bien sûr, je pourrais faire de très longs commentaires sur la transformation des organisations et comment ça se passe à l'échelle de l'État, en pouvant parler finalement d'un droit à la recomposition de la transformation et comment aujourd'hui l'État plus moderne souhaite l'embarquer à tous les niveaux. En tout cas, pour l'heure, je suis à l'œuvre. Pour moi aussi, c'était aussi intéressant de venir partager avec vous, de voir et de participer à votre réflexion sur le nouveau rôle à jouer, celui du DRH, d'une fonction qui, elle aussi, est en pleine transformation, en pleine mutation. En bref, au cœur aujourd'hui du réacteur, propulsé au cœur de ce réacteur qui est celui d'une transformation à toute vitesse, celui où vous allez être demain et en permanence, et déjà d'ailleurs, les gardiens de l'employabilité de vos salariés, celui où la valeur du capital humain dans l'entreprise, et il se mesure aujourd'hui par les compétences, et ça devient quelque part le premier asset de l'entreprise, cette compétence, et c'est là où vous avez un rôle stratégique. C'est là où aussi aujourd'hui, pour ancrer chaque individu, chaque salarié, mais aussi chaque demandeur d'emploi ou chaque jeune à l'entrée de vos entreprises dans ses futures fonctions, il s'agissait d'investir massivement dans les compétences. Et c'est le projet de loi aujourd'hui qui est à l'œuvre, qui a commencé lundi et qui est porté par Muriel Pénicaud, la ministre, depuis le 11, mais ça fait maintenant 7 mois qu'on travaille ardemment à ce sujet. Cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, donc elle sera débattue pendant les 2 mois qui viennent, dans une procédure accélérée. Et puis, en parallèle, un grand plan d'action, celui du plan d'investissement dans les compétences, que je porte depuis maintenant 7 mois dans sa phase stratégique. Et je suis venue, en fait, vous expliquer, vous donner un peu les clés de lecture, la philosophie de l'action qui nous a guidés dans cette loi et aussi dans ce plan d'investissement dans les compétences, les deux étant à penser de concert et dont, en tout cas, ayant été construits ensemble. Cette action majeure qu'on a engagée, c'est une action d'émancipation sociale pour tous les actifs. Donc effectivement, elle se pense à grande échelle. C'est aussi le fait de créer des nouveaux droits ou le fait de renforcer des droits existants. Ça, c'est un travail et de continuité et de création, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est aussi dans une société où il y a une aspiration de plus en plus forte à l'autonomie pour les uns et les autres, de pouvoir choisir beaucoup plus librement son avenir professionnel et cesser de le subir. Cesser de le subir, c'est arrêter d'être un spectateur en permanence et donc quelque part de pouvoir peser sur son besoin d'élévation de compétences à titre individuel. Ce moment où on a envie de venir vous voir en vous posant une question, vous DRH, j'aimerais être formé, et quelque part ne pas oser, eh bien, il fallait ouvrir des outils, en tout cas les renforcer pour penser autrement cette élévation de compétences et donner les clés à chacun d'y parvenir. Alors si ces questions aujourd'hui, elles se posent avec une singulière acuité, et vous en avez parlé suffisamment longtemps, donc je ne vais pas y revenir, mais la transition numérique ou la transition écologique, enfin ce sont des tsunamis qui finalement sont aujourd'hui d'une ampleur inusitée. Inusité, pour le coup, il y a urgence à conduire. Et l'urgence à conduire, c'est pas tant conduire cela avec des promesses que pouvoir mettre des plans avec des moyens suffisamment importants pour passer à des actions concrètes à grande échelle et répondre à l'accélération qui est à l'œuvre. Alors, 3 motifs nous invitent à cette urgence. La compétitivité, notre compétitivité du pays, le développement de l'activité économique, mais aussi, et là c'est un enjeu majeur du quinquennat, rendre l'accès à l'emploi à ceux qui en sont restés éloignés suffisamment longtemps. Alors, sur le terrain de la compétitivité, c'est un sujet que vous travaillez en permanence, les compétences. Et vous le savez ô combien, c'est le déterminant essentiel. Dans le plan d'investissement dans les compétences, j'ai eu à travailler sur plusieurs projets internationaux, faire un vrai benchmark. 400 millions de personnes au niveau de juste pour l'Inde sont aujourd'hui en train d'être réengagées sur des plans d'éducation.
mais également des plans d'innovation et de recherche, donc en tout cas d'élévation des compétences, et c'est des milliards également qui sont portés en ce sens. De la même façon, en Afrique, ils ne sont plus en train de nous attendre, ils sont en train d'avancer à toute vitesse sur ce terrain. Et on voit bien que notre leadership à nous, notre leadership économique, notre leadership technologique, on va le conserver uniquement sur le terrain des compétences. Et donc c'est la raison pour laquelle il est absolument déterminant pour nous d'engager sur ce terrain, parce que c'est comme ça qu'on jouera cette partition internationale. De l'autre, on voit bien aussi que les compétences, c'est la clé de l'emploi, pour le garder, mais aussi parce que les compétences, elles se jouent sur le terrain de l'élévation des savoirs génériques, des compétences transversales, ce qui permet de passer d'un secteur à l'autre, ou en tout cas d'un poste à l'autre. Mais en tout cas, ça va devenir le passeport de chacun, celui qui permet à titre individuel, en tout cas, de se mesurer sur le marché du travail, d'y rester et de pouvoir accéder à l'emploi. C'est donc aussi la meilleure garantie pour l'autonomie et la sécurité professionnelle. Et ça se joue plus aujourd'hui à l'échelle d'une génération, parce que les métiers bougent vite, ça se joue à l'échelle d'une vie. Il y a une agence, WagePoint, qui est une agence canadienne, qui a fait plusieurs recherches et qui explique que 65 à 70% des enfants aujourd'hui qui sont en maternelle ne connaissent pas les métiers qu'ils exerceront à partir de 20 ans. Donc, la rapidité à laquelle la transformation est en train de s'engager, je ne vais pas rentrer dans les chiffres trop détaillés, parce que vous les avez tous en tête, évidemment, c'est une question de rythme. De l'autre côté, vous, et vous êtes les premiers à le demander, le déficit des compétences, il pèse sur vos activités. Il pèse sur vos activités de façon d'autant plus criante que l'embellie conjoncturelle est réelle. Il donne des signes absolument sérieux d'embellie. Et de l'autre, vous dites à peu près 1 sur 2 d'entreprises aujourd'hui dit peiner à trouver des compétences, alors pour différentes raisons, mais surtout abandonnent les projets de recrutement. Et c'est d'autant plus préoccupant. Et puis enfin, dans cette séquence, qui est victime de tout ça? Les non-diplômés, les personnes les moins qualifiées, les jeunes. Les non-diplômés aujourd'hui, c'est, si ce n'est les premières victimes du chômage, c'est 6 demandeurs d'emploi sur 10, pour donner quelques chiffres, qui n'ont pas dépassé le secondaire. C'est 7 ans après la fin des études pour un jeune qui est sans diplôme. 7 ans après être rentré sur le marché du travail, il n'aura passé que 40% de son temps en situation d'emploi. C'est 1,3 million de jeunes en situation d'inemploi, c'est-à-dire ni en études, ni en emploi, ni en formation, et à l'échelle européenne, c'est 15 millions. Donc vous voyez que les chiffres sont suffisamment préoccupants pour qu'on passe à l'action et qu'on sorte finalement des promesses pour édifier finalement une société des compétences, mais une société des compétences qui se donne les moyens de le faire. Et donc, c'est là où travailler sur la décennie perdue, celle de la crise, celle qui a détérioré ses compétences ou qui n'est pas revenue en emploi pendant cette période, est un enjeu déterminant. Travailler sur la question de l'illettrisme et en même temps passer à l'échelle, c'est une question déterminante. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tout à l'heure je voyais le rapport sur la question de l'illettrisme, il y a des formations telles que Cléa, par exemple, pour traiter la question de l'illettrisme et notamment cette certification. C'est 20 000 personnes traitées en 3 ans. La question de l'illettrisme aujourd'hui, c'est 3 millions de personnes. De l'électronisme, on les calcule à peu près à 6 millions de plus. Vous voyez bien que toute la dimension pour nous de passer à l'échelle, ça suppose, si ce n'est de mettre des moyens, aussi de changer de méthode. Et donc, aujourd'hui, ce qui permettra de relever globalement et le chômage structurel et en même temps de relever le PIB potentiel du pays, ça passera par cette bataille des compétences, mais ça passera par une bataille des compétences qui conjugue nos forces, les vôtres et ceux des pouvoirs publics. Les vôtres parce que c'est vous qui allez être à l'œuvre de l'employabilité des salariés, les pouvoirs publics parce que c'est un moyen aujourd'hui de passer à l'échelle, c'est-à-dire d'engager un travail d'accélération. Et donc, si on a pris ce travail à bras-le-corps d'accélération massive, d'abord parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui expriment le désir de repenser leur avenir autrement, ils ne sont pas exempts de rêves, ils ont envie de projets, ils en ont probablement un petit peu assez d'attendre, ils demandent juste à les réaliser. De l'autre, il y a beaucoup de salariés qui ont le sentiment d'abandonner leurs projets parce que le système est trop complexe, c'est-à-dire des projets de formation, parce que ce calvaire bureaucratique, il est parfois dans l'entreprise, il est aussi à l'extérieur de l'entreprise, et que tous ces projets d'évolution de compétences, de reconversion, ces rêves individuels qui sont abandonnés,
à l'heure où tous les métiers, où on exige finalement que les compétences évoluent, il serait absolument anormal que les uns et les autres ne soient pas en capacité de reprendre librement confiance, c'est-à-dire en tout cas prendre main sur leur devenir. Alors d'un côté, il ne suffit pas de conforter la croissance, on doit la rendre plus riche en emplois et donc plus inclusive. Plus inclusive, c'est l'objet du plan d'investissement dans les compétences pour lequel j'ai eu une responsabilité stratégique. C'est 15 milliards d'investissements qu'on engage sur les 5 ans, c'est-à-dire sur l'ensemble du quinquennat. C'est aussi tout le sens de la loi. Ce plan d'investissement compétences complète la dimension qui est donnée pour la liberté à chacun de choisir son avenir professionnel. Le plan d'investissement dans les compétences qu'on a engagé maintenant il y a 7 mois, j'ai souhaité, avec une toute petite équipe motrice en tout cas, penser un plan d'investissement des compétences avec l'esprit de makers. Finalement, comment embarquer un système qui va concerner l'ensemble des acteurs de la formation ? Devoir penser une transformation du système de la formation professionnelle qui finalement est prêt à bouger et en même temps, on le voit bien, cela passera par un dialogue absolument déterminant. En même temps, 15 milliards d'euros, c'est unique en Europe. On n'a jamais fait ça en France depuis 3 décennies. Et en même temps, ça doit servir 2 millions de personnes. Ce passage à l'échelle, c'est 2 millions de personnes qui seront formées de plus que ce que fera l'effort national en matière de formation professionnelle pour les 5 ans à venir. C'est absolument conséquent et on ne l'a jamais fait. Donc, on a intérêt à ne pas se planter. À l'horizon 2022, on devra être en capacité d'évaluer toutes les actions qu'on aura engagées dans ce plan d'investissement dans les compétences et en même temps d'avoir réussi à faire un pas de côté, un vrai pas de côté en matière de formation professionnelle. Alors, comment on s'y est pris ? D'abord, on a fait le choix que ce plan d'investissement dans les compétences, il devait donner de la visibilité aux uns et aux autres. Voilà, se transformer à l'échelle d'une entreprise, ça prend du temps, ça demande de penser les temps courts et les temps longs, mais le pire, c'est de ne pas savoir où on va. Du côté de l'État, généralement, on fait des plans d'investissement tous les ans. C'est-à-dire qu'on fait un plan d'investissement, comme le plan 500 000, par exemple, on donne une visibilité tous les ans, et puis on recommence l'année d'après. Ça veut dire que vous engagez 6 mois, et puis les 6 mois d'après, chacun essaye de savoir ce qui va se passer pour l'année d'après, et vous êtes absolument certain de ne pas avoir engagé de transformation. Donc en tout cas, la question de la pérennité était absolument déterminante. La deuxième chose, c'est qu'on a engagé ce plan à 2 niveaux. À peu près un peu plus de la moitié du plan d'investissement, on l'a engagé au niveau des régions, d'abord dans un dialogue avec des conventions d'amorçage, donc un dialogue d'amorçage en tout début d'année avec les 18 régions. Et puis on a poursuivi, lundi, on vient d'envoyer les pactes régionaux d'investissement dans les compétences. Ce sont des pactes que l'on va signer dans un dialogue de transformation pour 2019-2022. Et là, l'État s'engage, s'il s'engage de façon pluriannuelle, c'est pas sans condition. C'est pas sans condition de transformation, c'est pas sans condition de rapidité à faire, c'est pas sans condition d'agilité, c'est pas sans condition de changement de format et en même temps de traitement de la cible, c'est-à-dire des personnes les moins qualifiées, c'est-à-dire des 2 millions de personnes que je vous ai évoquées il y a quelques minutes. Donc c'est vraiment une démarche très ambitieuse. C'est une démarche qui vise aussi à donner les moyens. Il ne s'agit pas de proposer à l'échelle d'un pays de bâtir une GPEC sectorielle et territoriale à l'échelle d'un pays et de ne pas se donner les moyens. C'est pour ça qu'on a décidé de multiplier par 3 la masse financière proposée pour permettre cette élévation de compétences. On est passé à 8 500 € par personne pour pouvoir assurer 3 choses. La qualification, la prise en compte des savoirs de base, ce qui a été évoqué tout à l'heure, et puis également la réingénierie des acteurs de la formation professionnelle qui vont devoir aussi repenser leur contenu pédagogique parce qu'il y a des attendus dans ces pactes. Et les attendus, ils sont de différentes natures. D'abord, c'est d'adapter l'ensemble des formats pédagogiques aux jeunes qui n'ont juste pas envie de revenir sur les bancs de l'école avec des formats académiques classiques. Ils cherchent des voies alternatives. Repenser donc des approches inversées, ce qu'on appelle des apprenances inversées ou des alternances inversées, c'est-à-dire penser des immersions dans l'entreprise et ensuite aller en centre de formation pour finaliser et partager les expériences. C'est proposer des formats très agiles en matière d'achat et de commande de formation. Vous savez, en France, on achète sur 4 ans la formation professionnelle et puis 4 ans après, on repense. Alors, c'est plus le rythme de vos transformations en entreprise. Donc, on a besoin de rendre ça beaucoup plus cohérent avec vos besoins, avec les besoins des entreprises et en même temps le rendre cohérent avec des modes d'achat et de commande qui sont beaucoup plus manœuvrantes qu'hier.
Et puis, c'est aussi laisser place à beaucoup plus de liberté pour ceux qui commandent, ceux qui achètent ou ceux qui ont envie de penser. Ça, c'est assez nouveau. 90% de la masse financière qui a été proposée laisse libre cours à l'expérimentation. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans ce plan d'investissement dans les compétences permet de l'expérimentation. Ça veut dire qu'on veut sortir du champ du contrôle. Tout à l'heure, c'était évoqué par le droit à l'erreur, ou en tout cas cette logique qu'on peut avoir systématiquement d'être dans une posture de contrôle permanent. On l'a déporté bien sûr sur un dialogue plutôt d'évaluation et d'évaluation continue. C'est pour ça qu'on a mis en place un comité scientifique. Il se met en place actuellement. On a raflé, je pense, toutes les compétences de chercheurs et économistes du pays pour les amener à nous dans ce plan d'investissement dans les compétences, et elles sont donc à l'œuvre. Et puis, c'est essayer de nouvelles choses et à grande échelle. Pour vous donner quelques expérimentations qu'on invite à engager, le job rotation, c'est-à-dire la possibilité de remplacer un salarié qui part en formation par un demandeur d'emploi tout en maintenant son indemnisation. On va passer sur ces expérimentations à grande échelle. On a plusieurs entreprises qui se sont proposées pour expérimenter cela. Alors, à plus de 10 000 salariés, on va engager ça en Île-de-France, notamment en Bourgogne, mais on est preneur en tout cas de toutes les entreprises qui sont prêtes à entrer dans ce processus avec l'appui des régions. En tout cas, ça fera partie de leurs demandes. Et puis, accélérer le recours à des intelligences artificielles, bien sûr, à la data. Il est hors de question que la formation professionnelle ne se dote pas de la longue vue dont elle a besoin et qu'elle reste finalement parent pauvre, en tout cas qu'elle soit le parent pauvre en la matière. Donc, si on veut avoir des besoins en compétences plus fiables demain, plus robustes, ça passera nécessairement par là. Et donc, bien sûr, ces pactes ont ouvert libre cours, en tout cas, à l'appel à des renforts sur ces questions, et notamment en compétences. Et puis des formats pédagogiques divers, de la réalité virtuelle à la possibilité de faire appel à des Fab Labs, à des approches par le test and learn. En tout cas, c'est par là que les régions vont utiliser ce plan d'investissement dans les compétences pour engager cette transformation. Et puis si on veut aller vite, depuis le début de l'année, il fallait aussi passer par l'impulsion, par la possibilité d'engager plusieurs programmes d'investissement dans les compétences. C'est l'axe national. Au niveau national, on a déjà lancé à peu près une dizaine de programmes qui visent à de la formation, qui ont été déployés dans plusieurs secteurs. Alors d'abord dans le secteur numérique, dans le secteur de la transition écologique, sous les noms de code DISCANUM et DISCAVER, sur tous les métiers en tension, sur également le besoin de former au savoir-être professionnel, donc aux compétences sociales et cognitives. On a engagé 3 startups d'État sur les questions des compétences clés, sur la question de l'illettrisme notamment et de l'électronisme, pour passer à l'échelle, tel que je le disais tout à l'heure. Et puis un grand programme la semaine dernière qui s'appelle 100% inclusion, et qui propose toutes les voies d'innovation possibles, qui est porté par la Caisse des dépôts. En moins de 5 jours, on avait 300 dossiers retirés, et donc je pense que le jury qui va être à l'œuvre aura beaucoup de travail sur ce programme. Bref, l'ensemble de ces programmes pour l'heure et sur ce premier semestre ont déjà engagé plus de 200 000 formations en France, de plus que l'effort national, hein, j'insiste sur ce point. Et s'ajoute à cela le besoin d'amplifier tous les dispositifs qui marchent, c'est-à-dire pour les jeunes, la garantie jeune, les EPID, les E2C. Bref, tout ça nous amène quelque part à augmenter d'un côté les places disponibles, de l'autre à transformer, et puis en 3 à passer à l'échelle pour les 4 années qui viennent, c'est-à-dire 2019-2022, où la transformation en profondeur sera permise par ce plan d'investissement. Alors après vous avoir dit ce qu'on a fait, vous parlez un peu de la fin de cette phase stratégique qui était le lancement de ce plan, et vous dire quelques mots sur le Haut-Commissariat. Vous l'avez compris, le plan est sur les rails. On a fait cette phase stratégique, on passe maintenant à la phase d'exécution. Pour ma part, plutôt forte de cette expérience, il est désormais déterminant de renforcer en tout cas cette logique d'investissement dans les compétences au niveau européen. Alors cette expérience, elle a été plus que passionnante, elle a été au pas de course, elle a été particulièrement studieuse, particulièrement concentrée. Je dirais même que parfois beaucoup de nocturnes matinales pour la petite équipe qui a été à l'œuvre sur le plan d'investissement. Mais il n'y a pas de transformation qui se décrète. Je l'ai dit dès que j'ai pris la parole sur le plan d'investissement dans les compétences. Le penser par le haut n'aurait pas de sens. Tout à l'heure, vous exprimiez le fait qu'il fallait penser le plafond et le bas. Eh bien, c'est exactement cette stratégie qu'on a embarquée avec le plan d'investissement dans les compétences.
Si on le garde par en haut, on est absolument certain qu'on n'arrivera pas à imprégner, à irriguer et à faire en sorte que l'ensemble des services, et notamment d'abord ceux du ministère du Travail, s'emparent de ce plan d'investissement dans les compétences. C'est la raison pour laquelle, immédiatement, pour la phase d'exécution, on bascule l'ensemble des projets qu'on a engagés dans les services, à la DARES pour le comité scientifique, à la Caisse des dépôts et des consignations pour le compte personnel de formation, et puis par l'ensemble des services du ministère du Travail, les préfets, mais également les directs et la DGEFP à l'œuvre. Et puis j'aurais bien aimé vous réserver la primeur, mais comme il y a des journalistes qui vont assez vite et qui ont leurs entrées, l'annonce a été faite hier, donc sur le fait que la ministre m'a confié une nouvelle mission sur les stratégies européennes des compétences. Cette mission, elle est absolument déterminante aujourd'hui. Parce que si nous, on a engagé un investissement absolument massif qui représente 15 milliards et qui va toucher 2 millions de personnes, je vous l'ai dit, il est le seul en Europe. À l'heure où on se parle, le cadre financier européen qui va se jouer pour 2021-2027 se décide maintenant, dans les quelques mois qui viennent. Et ce cadre financier, il se décide dans un contexte un peu particulier au niveau européen. Il touche l'agenda Skills, donc cet agenda en tout cas d'investissement absolument majeur sur les compétences. Et si on veut que ce sujet soit embarqué dans les prochains mois, il va s'agir de penser, d'abord les instruments financiers qui permettent de le faire, mais en même temps, évidemment, d'en faire la promotion, à l'heure où il y a une vraie contraction de ces budgets. Et il y a quelques mois, le président de la République a lui-même évoqué le fait de sceller le pacte européen des compétences lorsqu'il était à Göteborg en novembre dernier, comme une vraie stratégie absolument déterminante à porter au niveau européen. Eh bien, désormais, il est venu le temps de rechercher, évidemment, et de sécuriser ce que nous portons au niveau national pour faire en sorte que ce sujet soit porté au niveau européen. Mais je vous en reparlerai probablement dans quelques mois. Voilà, ça c'est le plan d'investissement dans les compétences. Et ce plan d'investissement, il ne peut pas se penser sans la loi. Et la loi, elle pose les règles du jeu sur le terrain structurel. Alors, sur le terrain structurel, c'est penser la liberté pour tous les actifs, pour se former. C'est-à-dire qu'au-delà des innovations qu'on engage pour les moins qualifiés, c'est sur ce terrain-là, et c'est plutôt chouette qu'on le fasse sur ce terrain-là d'ailleurs, on va engager l'ensemble de la transformation pour qu'elle soit permise pour tous. Et notamment, pour faire en sorte que édifier une société des compétences, ça s'embarque par des outils assez concrets, assez tangibles, assez lisibles, transparents, simples, plus faciles. Bref, qu'on passe de droits qui sont des droits universels, qui étaient déjà dans la loi, qui étaient déjà exprimés, qui étaient déjà ici ou là dans les propos des uns et des autres, à des droits effectifs. Et le passage de l'un à l'autre, il s'exprime dans la loi par différents axes. Je vais en poser que 3 et je vais être assez courte parce qu'on pourrait effectivement y passer un peu de temps et qu'elle est encore en débat, mais d'abord par la création des nouveaux droits. Des droits tangibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire augmenter d'un côté drastiquement l'accès au droit à l'apprentissage en France, parce que c'est une voie d'émancipation, c'est augmenter le nombre de places. Ça, c'est un droit tangible. En 2, c'est la création d'un nouveau dispositif, le Pro-A. Vous avez peut-être ici ou là suivi les amendements sur cette question. Ça permet aux salariés qui le souhaitent de pouvoir bénéficier de l'alternance dans le cadre d'une reconversion notamment dans le cadre d'une reconversion, mais en restant tout de même dans le cadre de l'entreprise. Donc ça, c'est une approche tout à fait inédite. Et puis enfin, le 3e droit, c'est le compte personnel de formation, qui lui est significativement renforcé, qui va passer à des euros, qui va permettre de bénéficier de 500 à 800 euros, 500 euros pour tous et 800 euros pour les moins qualifiés, c'est-à-dire 5 à 8 000 euros sur 10 ans. On engage une V2, il y aura bien sûr des V3, des V4 et des V5, donc ce compte personnel de formation, il est finalement un outil absolument majeur d'émancipation sociale. Il a ce bénéfice qu'il va pouvoir donner ses premiers droits, mais évidemment son levier principal, ce sera vous, ce sera le dialogue dans l'entreprise, ce sera les abondements, ça passera par les abondements potentiels qui seront engagés dans le cadre du dialogue sur la formation que vous conduirez dans le cadre des plans de formation, ou pas d'ailleurs, puisque le sujet de l'abondement a déjà été ouvert dans le cadre des ordonnances il y a quelques mois. Ce compte personnel de formation, c'est aussi une application. Alors une application,
ça ne peut pas se résumer à ça. On voit bien qu'une application, ça peut donner le sentiment de laisser tout le monde seul derrière une application. Ce n'est pas laisser seul et se dire qu'il n'y aura pas de conseil, c'est pour nous les deux de concert. D'abord l'application pour pouvoir faire un choix éclairé, pour pouvoir comparer les opérateurs, pour pouvoir les mesurer qualitativement, pour pouvoir avoir un échange entre utilisateurs, entre bénéficiaires de la formation. Ce seront des formations certifiées qui seront dans ce compte personnel de formation. Il s'agira aussi de pouvoir s'inscrire dans la formation et d'aller jusqu'au paiement de la formation. Donc voilà, cette application aujourd'hui, elle est en cours de développement, elle est plutôt bien engagée à travers des Open Labs. Il y a plus de 200 participants aujourd'hui qui se sont réunis sur le compte personnel de formation pour en designer ces contours. Alors les grands contours le sont, autour bien sûr du bloc du choix éclairé, des compétences et puis de la définition de ce qu'est l'offre de formation et de l'achat. Mais en tout cas, c'est un chantier qui portera et qui servira à tous. Et celui-là, il est donc engagé. C'était le deuxième objet de ma mission. Enfin, l'axe 2 de la loi, c'est que proposer des nouveaux droits, c'est chouette, mais ça ne marche pas si on ne déverrouille pas un certain nombre de leviers administratifs. Et en matière de formation professionnelle, c'est un capharnaüm de règles administratives qu'il faut absolument déverrouiller. Et donc on s'est embarqué sur un travail de fond, sur le déverrouillage, que ce soit sur des verrous administratifs, mais également réglementaires et financiers. Et donc ça, c'est un gros volet de la loi, j'y rentre pas, c'est un volet technique. Et puis en troisième axe, cette loi, elle a un troisième impératif, c'est que ces deux premiers axes que j'ai évoqués, ouvrir des droits et de l'autre côté, déverrouiller ces difficultés d'ordre administratif, ça ne passera que par un impératif d'égalité des chances. D'un impératif d'égalité des chances, et là, il se joue notamment sur le terrain de l'accompagnement. C'est pour ça que cette loi, elle embarque aussi un volet absolument déterminant, le conseil en évolution professionnelle. Ce conseil en évolution professionnelle qui sera gratuit, qui sera financé pour tous par voie de la mutualisation, qui a été porté par l'ANI, qui a fait partie des sujets de concertation, et les partenaires sociaux l'ont porté dans l'ANI du 22 février. Et puis ce conseil en évolution professionnelle, pour le besoin en formation longue de certains salariés, il passera aussi par un conseil en évolution professionnelle dit de transition, CEP de transition, qui va se mettre en place également en début d'année 2019, et celui-ci permettra des formations plus longues. Donc le plan d'investissement dans les compétences d'un côté, la loi de l'autre. Vous le voyez bien, tous les deux répondent à un défi démocratique absolument déterminant. C'est un besoin effectivement d'apporter une vraie réponse d'émancipation républicaine en France. C'est ce qu'on a voulu porter à travers cette loi. Une loi qui permet que la croissance, elle bénéficie à tous et qu'elle arrête d'exclure et de fragiliser plus encore ceux qui sont éloignés de l'emploi. Voilà, ça c'est le sens des deux actions que nous avons portées au cours des derniers mois, et je crois que face à ces deux grands chantiers que nous avons embarqués et que vous allez évidemment suivre de près dans les prochaines semaines, vous allez avoir un rôle absolument central à jouer. D'abord parce que, je l'ai dit en introduction, vous êtes les gardiens de l'employabilité de vos salariés. Vous avez, vous, de votre côté, une promesse employeur à jouer. Une promesse employeur à jouer à l'heure où la compétition pour attirer les meilleurs talents se joue en permanence, elle s'intensifie. Et ça, c'est votre préoccupation quotidienne. À l'heure aussi où la quête de sens et de valeur est érigée par toutes les nouvelles générations comme quête principale pour venir ou entrer dans les entreprises. À l'heure aussi où les futures collaborations vont se jouer dans un contexte homme-machine, dans un contexte où l'IA, certes, prend de la place et la robotisation est croissante, mais pas seulement. À l'heure aussi où vous allez devoir repenser les compétences qui sont basées sur les fonctions cognitives. Et ça, c'est ces référentiels qu'on va embarquer demain dans le compte personnel de formation. C'est ces référentiels qui nous permettront de définir en temps réel les besoins qui seront traduits par l'achat en formation professionnelle en France. C'est ces référentiels qui nous donneront, qui permettront de se dire collectivement, on a un État qui est plus efficace en matière d'achat de formation pour vos besoins, parce qu'ils seront traduits à grande échelle. Et ça, c'est aussi un des objets de la loi que je n'ai pas traduit ici, mais qui est un des grands chantiers qui est porté par cette loi. Voilà, donc pour conclure, le CPF, d'un côté, replace l'individu au cœur de la décision de formation. Ça diminue en rien les attentes dans l'entreprise, en rien les attentes aussi qui sont attendues par l'entreprise, par vous,
en matière d'employabilité. Vous êtes finalement, et c'est à vous qu'il revient d'organiser, l'école de l'entreprise, une école où les cours, c'est ce que j'ai l'habitude à dire, ne se répètent jamais. Et c'est probablement parce que vous êtes l'école de la formation que l'on embarque ça, ce qu'on appelle ces apprenances inversées, par le faire, dans l'ensemble des programmes de formation, des contenus de formation qui vont être achetés par ce plan. Voilà, donc moi j'en suis convaincue. La voie principale d'évolution des compétences, elle passe par les deux. Vous en êtes les chefs d'orchestre, bien sûr. Elle va passer par ce levier complémentaire qu'est le CPF. Elle va permettre aux salariés d'exprimer leurs nouvelles compétences, celles qu'elles souhaitent vouloir acquérir, là où elles ne trouvent pas voie ouverte dans l'entreprise. Et puis parfois en dehors du travail, bien sûr. Et puis parfois dans le travail, ce sera bien sûr les cas les plus fréquents d'élévation des compétences. Voilà, c'est l'impératif de composer avec les nouvelles aspirations à l'autonomie. C'est l'impératif de composer avec les enjeux de notre temps. Les enjeux de notre temps, et ça passe aussi par la modernité qui est celle d'embarquer une transformation à grande échelle qui pense des logiques comme dans l'entreprise et qui s'embarque aujourd'hui aussi à tous les niveaux. Les deux à la fois, c'est votre contribution aussi à cette société des compétences, à celle que nous voulons édifier, à celle que nous allons édifier ensemble. Merci.